m'étaler sur l'article du Monde Diplo que j'espère que tout le monde a lu. D'ailleurs, je tiens à dire, répéter avec force à quel point il faut s'abonner au Diplomatique, voilà, parce que c'est quand même un journal avec quelques autres sites comme Là-bas si j'y suis, etc., qui font vivre un espace médiatique libre, libre de publicité, libre de Bolloré, libre de Bernard Arnault, libre de tous ces gens-là. Voilà. Ce sont des journaux sur lesquels on peut échanger. Voilà. Et ce sont des articles de qualité. Donc, et je vais vous prendre un exemple, c'est avec cet article-là. Cet article nous a pris énormément de temps. Énormément de temps. Voilà, on n'est pas dans du fast thinking, comme disait Bourdieu. On n'est pas, on sait pas de la piscopie dans les journaux, je dirais, officiels ou mainstream. Et alors, je ne parle même pas des chaînes d'information en continu. C'est-à-dire, c'est un article qui est fondé sur un travail intense pendant 15 jours avec des échanges, avec des activistes, avec les meilleurs spécialistes du sujet. Voilà, donc c'est pas qu'un article parmi d'autres, en fait. Voilà, et avec une relecture très sévère de Martine Bullard, par ailleurs, dans l'écriture. Donc, ce que je veux dire, c'est que ce qui paraît dans le diplomatique, c'est un travail qui est entre le journalisme et les sciences sociales et politiques. Vous m'entendez Tu m'entends, Sébastien? Oui, pas de problème, on entend très bien. On Voilà, entend le voilà. son est très bon et très clair et la vidéo est nickel. Et voilà. Donc, je voulais dire que le monde diplomatique, c'est pas seulement un journal, c'est beaucoup plus ambitieux que ça. C'est un travail qui est à la fois, euh, comment dire, résolument géopolitique et comparatif, et qui, par ailleurs, est intransigeant avec ses sources et avec la façon dont il élabore la matière avec, avec laquelle il élabore ses articles. Voilà. Donc, cet article-là étant emblématique, ça nous a pris, et je vous donne le modus operandum, comme on dit, mais on en a chié quand même pour l'écrire, ce papier. Voilà. Et parce que ça a été des relations, y compris d'ailleurs, je tiens à le dire, et je ne peux pas donner son nom, je ne peux pas donner leur nom, mais avec des sommités de la haute, des hautes autorités de santé. Voilà. C'est-à-dire, ce n'est pas seulement de la lecture secondaire, c'est des gens qui sont au sommet, y compris actuellement, de la gestion de la crise, avec lesquels on a échangé. Donc, quand on lit cet article-là, ce n'est pas une tribune d'opinion. Voilà. C'est une tribune qui pourrait valoir, et d'ailleurs, et je vais le dire parce que j'ai écrit ça avec deux médecins de terrain, ils m'ont dit, mais même dans une revue scientifique, on nous demanderait pas ça. Voilà. Donc, voilà. Alors après, pourquoi j'ai voulu l'écrire avec Frédéric Stambach et Julien Vernaudon? Parce que je voulais tenir à la fois le top, c'est-à-dire la façon dont s'élaborent les contrats entre l'industrie pharmaceutique, puis la Commission européenne, les États, et puis de l'autre côté, la vue du bas. Et ça aussi, c'est une caractéristique du diplôme. C'est-à-dire qu'on n'est pas seulement dans une vue d'experts, on est, moi, mes deux amis, Stambach et Vernaudon, ils font de la vaccination H24. Voilà. Donc,
et donc mettre à l'épreuve une politique publique à la fois dans la façon dont elle s'est élaborée, d'une part, et de l'autre, la façon dont elle est mise en œuvre, voilà, me paraît deux angles qui permettent de remettre en cause un certain nombre de certitudes qui ont cours sur CNews, BFM TV et tous les autres médias scientifiques de ce pays. Bien. Donc, nous, notre constat était au départ, était tout bête. Hein, il était tout bête. Pendant le premier confinement, on nous a dit ah bah oui, mais dans l'effervescence et je dirais le caractère inédit du premier confinement, on nous a dit si on trouve un vaccin dans un an, ça sera un bien public mondial. Alors, déjà, j'attire votre attention sur, comment vous dire, le flou, c'est-à-dire, il y a bien commun, parce que ça a été travaillé par des économistes, hein, les biens communs. Il y a même un dictionnaire qui vient de paraître, un dictionnaire des biens communs, et puis un bien public mondial. Bon, donc on est parti de là et on s'est dit, bon, on affronte, on est dans le jour d'après, on est affronté à un défi, comment dire, un défi qui est inédit. Et donc on se dit, bon, ben voilà, peut-être que nos élites ont pris conscience des limites du capitalisme néolibéral, de l'extension des droits de propriété, etc., etc. Bon, voilà. Donc, on les a pris au mot, en fait. Voilà, on s'est dit, bah, ils nous disent qu'on va changer de monde, qu'on va être dans le jour d'après. Eh bien, allons-y, allons dans le jour d'après. Et donc, j'en suis venu et on en est venu à nous intéresser à deux mécanismes. Le mécanisme COVAX, qui est un mécanisme comment dire, c'est une centrale d'achat pour les pays les plus pauvres pour les vaccins Covid, d'une part. Et puis, alors encore plus ambitieux, le mécanisme CETAP, excusez-moi, je ne vais pas vous faire à l'anglaise, mais l'idée, c'était de dire, ah ben, les innovations qui vont apparaître pour le vaccin vont enfin, d'emblée tomber dans le domaine public. Un peu comme quand Johann Salk a découvert le vaccin contre la polio et a dit, ben, moi, je suis payé pour faire de la recherche, j'ai trouvé le vaccin contre la polio, donc ça tombe dans le domaine public et je ne veux pas faire de profit. Et pourtant, Dieu sait qu'on lui avait proposé du pognon pour le faire. Voilà. Et puis, à quoi on a assisté? Bon, alors vous avez lu l'article, c'est-à-dire à exactement l'inverse. Exactement l'inverse. C'est-à-dire, et cet inverse se repère comment dire, à l'opacité des contrats qui ont lié les États, la Commission européenne avec l'industrie pharmaceutique. Si vous êtes à la hauteur de votre idéal et vous dites oui, ben, finalement, le vaccin Covid-19, c'est un bien public mondial. Bon, ben, alors là, vous n'hésitez pas, vous vous dites, attendez, on va vous le montrer en plus, hein, que c'est, on agit pour la santé publique, le bien public, etc. Et puis, on découvre très, très vite qu'en fait, il y a un immense secret qui entoure les contrats, au point que, par exemple, à la Commission européenne, les députés européens ne peuvent pas rentrer, peuvent consulter les contrats, mais sans téléphone. Ils ne peuvent rentrer qu'avec des crayons. Bon,
Et donc là, vous vous dites, c'est quand même bizarre. Il y a une tension entre, d'un côté, on va dire, on va œuvrer pour la santé publique mondiale, et de l'autre côté, une espèce d'opacité, je dirais, enfin, je ne sais pas comment dire, mais orchestrée, et puis totale sur les contrats. Bon, et on ne peut interpréter ça d'un point de vue logique que parce que les contrats qui ont été signés étaient contraires aux intentions qui étaient affichées. Alors, il y a quelques contrats qui ont... allô? Oui? Ça va? Vous m'entendez? Oui, oui, il y a pas de problème. Il faut bien désactiver son micro, c'est les invités. Ouais, voilà. Pas de Donc, souci. il y a quelques contrats qui ont filtré. Et là, on a découvert des choses, et les activistes, hein, parce que quand je dis c'est nous avons découvert, c'est qu'il y a des activistes au niveau mondial qui font un boulot énorme pour aller regarder ce qui se passe dans les contrats, etc. Alors, bon, déjà, il y a eu la première bourde, alors je ne sais plus comment elle s'appelle dans la Commission européenne, où on voit des prix des vaccins qui varient de façon absolument incompréhensible, déjà d'une part. La deuxième chose, c'est que finalement, les entreprises disent qu'elles vont livrer des doses qu'elles sont incapables de livrer d'un point de vue de la production. Ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose, c'est que en cas d'effets secondaires graves, et on commence à en entendre parler avec AstraZeneca, etc., eh bien, c'est à la solde des États. Et tout ça sur fond, il faut le dire, tout ça sur fond du fait que toute cette recherche fondamentale et appliquée a été financée massivement par les pouvoirs publics. Donc, des pouvoirs publics qui, en quelque sorte, organisent l'opacité de contrats avec des clauses léonines pour des recherches qu'elles ont elles-mêmes financées à coût de fonds publics, ça mérite quand même de s'y intéresser. Bon, alors, donc voilà, donc nous, ce qui nous intéressait, parce que c'était le monde diplôme, mais c'était de dire, bon, alors, il y a les inégalités internes aux pays riches, hein, il faut quand même rappeler que 51% de la population mondiale s'est arrogé 13% des doses. Non, c'est l'inverse. 13% de la population mondiale s'est accaparé 51% des doses. Et d'ailleurs, dans les clauses, il y a un truc très intéressant qui est que, en fait, les firmes ont imposé le fait que les pays qui ont acheté les doses ne peuvent pas donner ou revendre les doses de vaccins en trop. C'est énorme, ça. Voilà. Et en termes de vaccins, de bien public mondial, c'est quand même c'est quand même un peu énorme. Bon, voilà. Donc des contrats qui sont complètement léonins, complètement déséquilibrés, et dont d'ailleurs le prix des vaccins est bien au-delà des coûts réels supportés par l'industrie pharmaceutique. Alors, nous, ce qui nous intéressait dans ce papier, hein, c'était certes de souligner les inégalités dans les pays riches. Hein, c'est 13% de la population qui ont acheté 51% des doses, mais quand même,
les dindons de la farce, ce sont les pays pauvres. C'est les pays en voie de développement. Voilà. C'est-à-dire que COVAX est une coquille vide, CETAP, c'est une coquille vide. Voilà. Et la question est, alors il y en a plein, mais peut-être qu'on viendra dans les questions, hein, mais pourquoi alors il y a cette idée de la licence d'office. Alors tout le monde a sorti ça, licence d'office, licence d'office, licence d'office, super, c'est le remède. Alors juste pour le rappel, hein, la licence d'office, c'est une conquête d'un certain nombre de pays, dont l'Afrique du Sud, au début des années 2000, euh, au moment de l'arrivée des trithérapies. Hein, et on est d'accord. Donc, ça avait été vu comme une grande victoire. Alors, je vous le dis tout de suite, on vous a survendu ce type d'accord. La réalité, c'est que ça n'a rien réglé. Rien réglé. Pretoria, bon. Fondamentalement, si je devais vous donner le principal message que je voudrais vous délivrer, c'est celui-là. C'est qu'il y a un effet ciseau. Entre, d'une part, la socialisation croissante de la recherche et du développement dans l'industrie pharmaceutique, hein, je rappelle que Pfizer n'a rien inventé. Il a juste racheté BioNTech. D'accord? Et que maintenant, c'est le modèle économique du médicament, c'est celui-là. C'est-à-dire que les grandes entreprises ou les grands big pharma, pour faire court, hein, ne sont plus que des investisseurs financiers qui, en fait, rachètent des startups de biotech adossées à des ressources publiques, à des universités. Donc, on a une socialisation croissante de la recherche, d'accord? Et pour autant, on a un renforcement, parce que c'est ça qui se passe à l'OMC, un renforcement des droits de propriété intellectuelle, ce qu'on appelle ADPIC. Voilà. Bon. Et là, il y a quelque chose qui ne va plus, en fait, dans le système. C'est-à-dire qu'on ne peut pas socialiser de façon croissante. Parce que sous l'industrie pharmaceutique, au départ, elle vous disait on prend des risques, c'est normal qu'on tire des prix élevés. Ça se discute énormément, mais admettons. D'accord? Donc, ça, c'est le premier point. Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, elles ne prennent plus aucun risque. Aucun risque. L'industrie pharmaceutique ne prend. D'ailleurs, j'ai une très bonne amie qui est au sommet je ne peux pas la citer, du système de santé, qui m'a dit on a dérisqué leurs investissements. Dérisqué. Tout est dit. Bon, voilà. Donc, en fait, l'industrie pharmaceutique n'innove plus, elle a externalisé la fonction recherche et développement vers des startups adossées au fonds public, et pour autant, elle continue à faire pression sur, sur le renforcement des droits de propriété. Donc, alors, et juste pour finir sur cette présentation, il ne faut pas être naïf. Il ne faut pas être naïf. Ce n'est pas les gentils États contre les méchants de Big Pharma. L'État fédéral américain défend Pfizer, défend Moderna, et en fait, l'État américain n'est que le relais de la puissance de ces multinationales américaines.
comme d'ailleurs a essayé de le faire la France avec Sanofi, avec le succès que l'on sait, mais il y a aujourd'hui une géopolitique du vaccin, voilà, qui n'est en fait que, ou plus exactement, le vaccin est la continuation de la géopolitique par d'autres moyens. Voilà. Donc, il ne faut pas séparer les États. Faut pas séparer les États de l'industrie. Et je prends l'exemple américain parce que, si vous voulez, on finit le papier là-dessus. C'est-à-dire que si la France aujourd'hui voulait activer la licence d'office, ben moi je vous le dis, c'est tout simple, hein. Vous n'avez plus de turbines nucléaires pour vos centrales ou vos sous-marins. Pourquoi? Parce qu'on a vendu Alstom à General Electric. C'est clair ça, je veux dire. C'est-à-dire que nous n'avons plus aucune souveraineté en la matière. Par contre, quand en 2001, les États-Unis se sont inquiétés du bioterrorisme, alors là, eux n'ont pas hésité à menacer de faire jouer la licence d'office. Donc, il ne faut pas se tromper. Le droit est un moyen, il est un instrument. Les licences d'office, c'est un instrument. Mais ce qui prédomine, c'est les rapports de force géopolitiques. Voilà. Je veux dire, les États-Unis peuvent utiliser la licence d'office, ils peuvent le faire parce qu'ils ont des multinationales derrière, ils ont leur puissance géopolitique, et que nous, maintenant, on est en slip. Voilà. Point. Je veux dire, l'affaire du vaccin Covid montre que la France est en slip. Voilà, et qu'on a abandonné, pardonnez-moi l'expression, on a abandonné notre souveraineté sanitaire, on a abandonné notre souveraineté industrielle, et que ça se paie cher, et c'est ce qui apparaît aujourd'hui au grand jour sous une lumière crue, c'est que aujourd'hui nous subissons la loi des empires américains, chinois, du nationalisme russe. Voilà, voilà, c'est ça. C'est finalement le fiasco du Covid n'est que l'autre nom de l'abandon de la souveraineté française. Eh bien, merci pour cette première partie, Frédéric. On va prendre quelques questions et puis n'hésitez pas à en réécrire pour alimenter. Donc, on va prendre 5-6 questions et après, on va passer plutôt sur la partie prospective. Alors, 2 questions. Alors, je les lis comme ça. Hein, puis, quelles informations quelles informations à rechercher sont-elles à rechercher dans ces contrats opaques que nous cachons en fait, si je comprends bien. Les vaccins ne sont-ils pas vendus à prix coûtant? Du coup, comment font-ils du profit dessus? La question, c'est un peu qu'est-ce qu'on nous cache finalement? Et les entreprises font-elles du profit dessus? Ensuite, alors là, il y a une autre question avec je ne sais pas si c'est une affirmation, la vaccination avec le Johnson Johnson est arrêtée aux États-Unis pour cause d'effets secondaires et a priori, ça vient tomber aujourd'hui. Oui, j'ai vu ça. Alors, je ne sais pas. Donc, éventuellement. Alors, je te réponds, Sébastien, sur la première, parce que sur la deuxième, je pourrais t'en dire plus demain, parce que voilà, j'ai une amie qui est au cœur de ces évaluations-là, mais j'ai envie de dire sur la première question. Si les prix des vaccins étaient vendus au prix coûtant, est-ce que vous pensez sérieusement que les labos en feraient pas la pub? Vous voyez ce que je veux dire? C'est un raisonnement par l'absurde. C'est un raisonnement par l'absurde. Ils seraient trop contents parce que Big Pharma a une image détestable.
ils seraient trop contents de dire qu'ils vendent leurs vaccins au prix coûtant. Or, ça n'est pas le cas. Je peux vous le dire, ça n'est pas le cas. Voilà. Des sources proches de la haute autorité de santé, etc., savent que les industriels font du profit unitaire sur les vaccins. Voilà. Mais de toute façon, il n'y a pas besoin de faire valoir des sources, je dirais, un peu secrètes. C'est que si c'était à prix coûtant, elle le dirait. Elle le dirait. Souvenez-vous, au moment de l'épidémie de VIH. Et quand l'industrie pharmaceutique, quand elle a commencé à distribuer des trithérapies aux médicaments aux pays les plus pauvres, elle en a fait grand renfort de publicité. Pourquoi? Parce qu'elle pouvait rien en tirer financièrement. Quand ça commençait à être les marchés commençaient à être solvabilisés, ah bah là, elle a commencé à dire je suis pas d'accord, je suis pas d'accord. Bon, puis alors je parle même pas des pays développés. Donc, donc voilà, donc la réalité, c'est que les vaccins sont pas payés à prix coûtant, ce qui est enfin comment je dirais, un scandale, étant donné que ces vaccins ont été trouvés. Alors, il y a plein de mythes autour de ces vaccins. D'abord, par exemple, le vaccin à ARN messager n'est pas une nouveauté radicale. Je veux dire, elle était expérimentée, explorée depuis des années etc. Donc, qu'est-ce qu'a fait le capitalisme pharmaceutique? Il s'est jeté dessus comme le coronavirus sur le monde. Voilà. Et il a vu l'occasion d'en faire un vaccin. Mais Pfizer n'a rien innové, n'a rien inventé au regard du coût unitaire du vaccin. C'est une honte, en fait. C'est une honte. En fait, ils ont investi dans... Et c'est exactement comme dans l'affaire du Sovaldi. Je ne sais pas si vous vous souvenez du Sovaldi, hein, mais si vous voulez, Gilead, il n'a rien inventé, Gilead. Il a fait main basse sur une start-up et il l'a vendue en France. La dose de Gilead, de la dose contre l'hépatite C à, excusez-moi l'expression, excusez-moi un peu les chiffres, 41 000 euros. Ce qui a conduit les pouvoirs publics à rationner les malades. Voilà. Donc, aujourd'hui, il faut le savoir, l'industrie pharmaceutique n'innove plus. Elle a externalisé sa fonction recherche et développement sur des startups qui sont, je dirais, sous perfusion publique. Voilà. Donc, c'est en ce sens-là où je te disais, Sébastien, qu'il y a une socialisation de la recherche. Voilà. Et pourtant, en face, on a une espèce de... Mais c'est la loi du capitalisme, socialisation des pertes et privatisation des profits. Je veux dire, voilà. Et on est en train... Et en plus, ils sont d'autant plus en situation de force que les pouvoirs publics sont aux abois. Ils sont en concurrence. Qui va vacciner le plus? Qui va administrer le plus de deuxième doses, etc., etc. Donc, la réalité, c'est qu'aujourd'hui, c'est Big Pharma qui impose sa loi et ses prix aux États. Alors, donc, je pense que l'information sur Johnson & Johnson est un petit peu trop récente pour qu'on puisse la commenter. Si ouais, non, j'en sais rien en fait. Ouais. Donc, on va attendre un petit peu pour réagir là-dessus. Et par contre, alors, c'est vrai qu'il y a quelqu'un qui demande alors, un effet ciseau. Alors, parce que effectivement, c'est une image, l'effet ciseau, parce qu'il est double. Alors pourquoi, enfin c'est juste je pense que c'est plus une question de vocabulaire. Pourquoi l'effet ciseau?
Non, Oui. mais alors, oui, c'est important que. Merci pour la question, parce que l'effet ciseau, c'est le suivant. C'est-à-dire que, en quelque sorte, il y a une intrication croissante de la recherche publique et de la recherche privée. D'accord? Bon. Si on est dans un raisonnement de partage équitable de la valeur, cette intrication devrait faire, je ne sais pas, par exemple 50-50, ça voudrait dire que 50 vont à l'État ou aux États et 50 vont aux entreprises. Mais ce n'est pas du tout ce qui se passe. C'est ça, la deuxième lame du ciseau, c'est que en fait, à l'OMC, les big pharma renforcent les droits de propriété intellectuelle. Donc, en quelque sorte, d'un côté, elle profite des mannes croissantes de la recherche fondamentale et appliquée publique, et de l'autre côté, une fois elle a racheté les innovations, elle s'approprie les profits. C'est ça l'effet ciseau, en fait. Je ne sais pas si je suis clair dans mon effet ciseau. Je pense que oui. Je pense que c'est. Alors, je ne sais pas qui avait posé la question, si c'est bon pour vous. Oui, merci. Alors, je pense qu'il faut revenir aussi. Alors, on a une autre question sur les. Alors, c'est bien détaillé dans l'article, mais c'est pas forcément. Alors, sur les licences d'office, parce que peut-être que c'est revenir un petit peu dans le détail, peut-être en reprenant un exemple. C'est par rapport au SIDA, je crois notamment, c'est assez connu par rapport au. Oui, ben voilà, la licence d'office. Bon, il faut quand même savoir d'où on vient. On vient quand même d'une époque, par exemple, prenons la France, un pays étranger. Bon, jusque 1959, il était interdit de faire du profit sur les médicaments. Non mais le monde n'est pas si loin. Il y en a Salk, 1959, enfin je veux dire, c'est quand même, c'est pas loin tout ça. Et en 1959, De Gaulle dit, bon, ok, il commence à mettre le doigt dans le marché pharmaceutique, si j'ose dire, mais il dit, en cas d'intérêt supérieur de la santé publique, petit 1, ou 2, en cas de prix manifestement excessif, alors l'État français peut, en quelque sorte, contourner le brevet pour mettre à la disposition des Français l'innovation, je dirais, aux effets de santé publique majeurs. C'est clair. Vous voyez, le détour par l'histoire est toujours très intéressant parce que, en fait, l'industrie pharmaceutique nous a appris ou nous a inculqué l'idée que s'il n'y a pas de profit, il n'y a pas d'innovation. Ben si, en fait. Je veux dire, pendant jusque 1960, il y avait de l'innovation et du profit. Non, il y avait de l'innovation sans profit plutôt. Voilà, je veux dire. Moi, je prends toujours Jonas Salk et la polio, mais on pourrait prendre plein d'autres sur la pénicilline, on pourrait prendre Pasteur, on pourrait prendre tout ce que vous voulez. C'est-à-dire que l'industrie pharmaceutique a fini par nous marteler l'idée que plus elle est riche, plus elle va innover. Et c'est exactement le contraire. Exactement le contraire. Plus elle fait de profit, plus elle gaffe ses actionnaires, et on l'a vu avec Sanofi. Plus elle vire ses chercheurs. En fait, plus elle externalise sa recherche et son développement. Donc, on a fini par admettre des évidences et des équations hyper contestables,
hyper contestable. Non, je dirais, les profits de l'industrie pharmaceutique, ils n'ont pas pour objet d'innover d'un point de vue pharmaceutique, de faire de l'innovation. Ils ont pour objectif de gaver les actionnaires. Ça, c'est clair. L'innovation, elle est ailleurs. Comme dirait l'autre, comme la vérité est ailleurs. L'innovation est ailleurs, elle est dans ce que font les chercheurs de l'INSERM, je prends pour le CNRS, hein, chercheurs de l'INSERM, du CNRS, les médecins dans les hôpitaux publics, etc., etc., plus les startups adossées à ces universités publiques. C'est là où elle se fait la recherche. Donc la réalité, c'est qu'on a gobé une immense comment vous dire, supercherie, en fait. Je vais vous dire une anecdote. Je raconte ça, j'ai sorti ça dans le diplôme avec mes copains. Je viens d'être invité ce soir à un séminaire avec Pfizer. Vous voyez le genre? Voilà. C'est-à-dire, on va calmer le barjot, en fait. Hein, on ne va pas trop le dire, en fait. Voilà. Donc, Pfizer m'a invité à un séminaire dont je me ferai grand honneur de ne pas y aller. Voilà, parce que en fait, on a tapé juste. On a tapé juste. Voilà. Bon. Oui. On va essayer de continuer. Alors, après, il va y avoir, donc, on va faire encore deux petites questions. Et puis, il y a une personne qui souhaite un petit peu, qui souhaite intervenir. Donc, on va lui laisser un peu la parole, à condition, bien sûr, que l'intervention soit très courte. Alors, il y a une question qui est pourquoi s'affoler pour un vaccin, sauf à faire le jeu des multinationales, qui va être injecté à des personnes en bonne santé, qui risquent de ne plus l'être après avoir été vaccinées, et qui seront peut-être toujours en possibilité de contracter ou transmettre le virus, alors même que la létalité du Covid est très faible. Plus globalement, cela ne relève-t-il pas de la peur qui a envahi nos sociétés modernes, peur d'être malade, de souffrir, de mourir, toute chose naturelle? Bon, alors là-dessus, au risque d'irriter, hein, je suis un fervent défenseur de la vaccination. Voilà. Et il faut bien comprendre que la vaccination, ce n'est pas seulement un acte individuel, c'est un acte collectif. Hein, donc, c'est ce qu'on appelle l'immunité collective. Voilà. Donc, effectivement, qu'on risque individuellement une thrombose, un truc, tout ce que vous voulez, c'est bien dommage et je le regrette. Mais la réalité, c'est que quand on est dans le domaine de la santé publique, l'intérêt général, et alors au diplôme, c'est quelque chose, l'emporte sur l'intérêt particulier. Je précise néanmoins que ces risques sont minimes et qu'ils ont toujours existé avec les premières vaccinations. Voilà. Donc, je serais de toute façon, si nous voulons sortir de cet enfer Covid, il n'y en a qu'un, c'est la vaccination. Voilà. Sinon, vous aurez des morts par dépression, suicide, chômage, alcool, tout ce que vous voulez. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que la certitude des morts par dépression, suicide est beaucoup plus forte que les quelques cas d'effets indésirables de la vaccination. Voilà. Alors, on va, alors, avant de passer à la seconde partie, qui va être Sylvie, donc Sylvie Larue souhaite intervenir. Je crois que vous faites partie d'une association, si j'ai bien compris. Merci.
En fait, moi, je participe au comité de rédaction de Cerise la coopérative, et avec Cerise la coopérative et avec d'autres camarades, on a créé une sorte de collectif pour mener une campagne pour lever les brevets pour lever les brevets des vaccins anti-Covid. Et on aimerait bien que cette campagne, elle prenne de l'ampleur. Et c'est pour ça aussi qu'on aimerait bien. En fait, on a sollicité, on est sur Rennes, hein, les organisations syndicales qui sont impliquées dans la campagne Pas de profit sur la pandémie et sur l'initiative citoyenne européenne qui demande à la Commission européenne de créer des conditions pour qu'on lève les brevets, etc. Et on a aussi initié une pétition qui s'appelle Stop brevet réquisition, parce qu'on dit, et qui dit clairement qu'il faut lever les brevets, et qui dit aussi qu'il faut réquisitionner les entreprises pour produire les vaccins. Donc, d'abord, merci de me laisser la parole, du coup. Et merci aussi à Frédéric Pierru de nous apporter tous ces éléments d'analyse et que je partage. Rappeler que c'est quand même 3 millions de morts, on est à près de 3 millions de morts dans le monde. Et aujourd'hui, en France, 300 personnes qui aujourd'hui meurent des suites de la Covid. Donc, il faut effectivement qu'on sorte de cette situation qui pèse sur nos vies à toutes et à tous. Et merci aussi d'avoir rappelé qu'avant, les médicaments n'étaient pas brevetés et qu'on a créé les brevets à un moment donné où les entreprises pharmaceutiques voyaient leur taux de profit baisser parce qu'il y avait des exigences de plus en plus fortes en termes d'investissement au niveau de la recherche, au niveau des essais cliniques, et que en fait, les brevets, ils ont été mis en place parce que les taux de profit baissaient. Et s'en est suivi effectivement un renforcement de plus en plus important de ces droits de propriété intellectuelle. Alors moi, je voulais venir aussi sur ce qui se passe au niveau de l'OMC, parce que Frédéric, tu n'en as pas parlé. Il y a des négociations justement sur la question des brevets, et dire que l'Afrique du Sud et l'Inde, avec plus d'une centaine de pays, ont demandé la levée de ces brevets, mais, levée temporaire, hein, mais bon, en tout cas, ça fait quand même, avec l'Afrique du Sud et l'Inde, plus d'une centaine de pays, ou près d'une centaine de pays, je ne sais plus, qui demandent la levée des brevets, et dire que la France et l'Union européenne et les États-Unis se sont opposés à cette levée des brevets à l'OMC, qu'il y a une nouvelle négociation au mois de juin sur cette question et qu'il faut continuer à peser, enfin à militer pour qu'on porte une autre voie, même si je ne me fais pas beaucoup d'illusions sur ce que peuvent être les négociations à l'OMC. En tout cas, il faut leur faire payer le prix fort parce que majoritairement, les gens sont pour la levée des brevets. Oxfam a fait un sondage sur cette question qui a montré que la population était très favorable à cette levée du brevet. Bon, et puis je voulais dire une dernière chose, puis après j'arrêterai, et merci de m'avoir laissé la parole. Et puis vous pourrez peut-être mettre, si vous voulez, les coordonnées de votre association ou le lien sur le lien de discussion, si vous voulez que les gens… Je vais le faire et dire une dernière chose, c'est que… je vous remercie de Mieux, je veux même associer, et je veux même adhérer à la sauce. Je termine sur une dernière chose, c'est que on avait enfin, avant, Sanofi était une entreprise publique et étatisée. Et alors ça s'appelait pas Sanofi, ça s'appelait Rhône-Poulenc, etc. Et donc, mais elle a fonctionné comme les entreprises privées. Et c'est pas de nationalisation sous forme d'étatisation dont on a besoin, mais c'est vraiment d'une appropriation sociale et d'une gestion par les salariés, par les usagers et en lien avec la sécurité sociale qui aujourd'hui est l'organisme de solvabilité entre guillemets des big pharma. Et donc il faut qu'on invente une autre forme de gestion de ces entreprises. Merci beaucoup de m'avoir laissé la parole. Merci beaucoup. Frédéric ? Je n'ai pas grand-chose à rajouter à ce que dit Sylvie, parce que
j'en partage les tenants et les aboutissants. Alors, toute la question, alors, sur la question de la levée des brevets, la question n'est, bon, elle est un peu plus complexe qu'elle n'a l'air parce qu'il y a des piles de brevets, c'est-à-dire que pour un vaccin, vous avez 50 brevets, etc. Mais c'est pas une objection technique. Par contre, l'objection, elle est géopolitique. Elle est géopolitique. Euh, C'est-à-dire que aujourd'hui, la Chine se sert de son vaccin comme un instrument de diplomatie agressive au niveau géopolitique. C'est pareil pour la Russie. Pareil pour la Russie qui retrouve là un moyen d'équilibrer son rapport avec l'Allemagne et l'Europe et de désarrimer l'Allemagne et l'Europe des États-Unis. Voilà, donc ce que j'ai envie de dire, c'est que dans ces affaires de licence d'office, en fait, le droit n'est pas, pas prioritaire, en fait. Il n'est pas prioritaire. Les conditions sont des conditions géopolitiques. Et donc, ce qu'il faudrait, alors, je vais choquer des gens, mais je pense qu'il faut faire des alliances géopolitiques. Géopolitiques avec la Russie déjà, contre les États-Unis. Voilà. Peut-être l'Inde aussi. Voilà. La Chine, peut-être momentanément. Mais en tout cas, le monde des vaccins Covid nous plonge dans surtout pas ce qu'il faut refaire, c'est-à-dire être pieds et je vais choquer des gens hein, quand je dis ça, hein, pieds et mains liés avec les États-Unis. Voilà, parce que eux, ils vont nous plumer, mais alors jusqu'au bout, quoi. Voilà. Donc bon, voilà. Donc c'est un moyen, je pense, les vaccins, de redéfinir nos et comme Bertrand Tavernier est mort récemment et qu'il avait écrit Quai d'Orsay, que j'avais beaucoup aimé le film. Bon, bref, c'est de jouer sur l'équilibre des forces pour reconquérir notre autonomie, c'est-à-dire faire jouer les forces en présence pour reconquérir notre autonomie. Alors, Voilà. Bon, ça va être la deuxième. Donc, effectivement, là, je pense qu'on va rentrer dans la deuxième partie où, effectivement, alors, il y a deux questions, peut-être qu'ils vont pouvoir lancer cette deuxième partie. Attends, j'en avais une autre hein, quand même. Ah, d'accord, oui. Sur le brevet. Après, le brevet et le brevet. Mais après, il y a les moyens de production, en fait. Parce que ce n'est pas le tout d'avoir des droits pour produire ou d'avoir des licences d'office. C'est d'avoir des moyens de production. Ce qui pose une autre question, et une question fondamentale, qui est celle de la souveraineté industrielle de la France et de l'Europe. Voilà. Qu'on en soit je dirais, reléguer une ligne de production de Sanofi pour produire du Pfizer, Moderna. Moi, je ne sais pas, mais ce n'est pas ma conception de la grandeur européenne, en fait. Voilà, vous voyez. Bon. Donc, repenser la question, c'est ça qui est intéressant par cette question du vaccin, c'est-à-dire qu'elle nous permet de tirer tous les fils de nos abandons, de nos laisser-aller, de nos reniements, de nos lâchetés, en fait. Voilà. Et d'ailleurs, il l'a dit, enfin Macron, il le dit d'ailleurs, hein. Bon, il ne fait que le dire, soyons clairs, il dit il faut reconquérir une souveraineté sanitaire française et européenne. Alors déjà, française, j'aimerais bien. Alors européenne, je demande à voir. Hein. Bon,
Voilà. Et sur ce qui se passe à l'OMC, ben, j'ai envie de dire, voilà quoi. Effectivement, il faudrait une alliance entre la France, les pays d'Europe du Sud, alliés à l'Inde, la Chine, et puis aux pays sud-américains. Voilà, c'est tout. Cette affaire de vaccin est une affaire géopolitique. Elle n'est pas une affaire juridique. Voilà. Le droit s'alignera sur les rapports de force géopolitiques. Alors, effectivement, c'était un peu pour rebondir, c'était un peu dans la poursuite, hein. Donc, effectivement, les questions, c'est après ces terribles constats, que pouvons-nous faire, voilà, comment pouvons-nous redresser cette économie de santé en s'attaquant, en attendant de s'attaquer aux racines? Qu'est-ce qu'on fait? Aurait-on les ressources pour nationaliser les productions de médicaments en Europe? Il n'y a pas besoin d'aucune. Alors, il y a une autre affirmation, il n'y a besoin d'aucune ressource pour nationaliser. Il suffit d'exproprier les capitalistes sans indemnité. Ouais, pas question d'indemniser les voleurs du travail des salariés. Donc, oui, voilà. oui, je suis d'accord avec ça. Et les partis politiques n'ont pas vraiment relayé l'histoire de la levée des brevets. Alors, est-ce qu'il y a des partis politiques relayé, pardon, Sébastien? Alors, les partis politiques ont-ils ou n'ont pas vraiment relayé l'histoire de la levée des brevets? Y a-t-il des partis politiques qui soutiennent cette levée des brevets plutôt? Ah bah, je pense qu'il y en a. Alors, sur la première question, c'est la plus simple, hein. Je pense qu'il n'y a que ça, en fait. Enfin, franchement, à part la droite libérale européenne, je pense à, par exemple, la France insoumise. Elle a demandé la levée des brevets, elle a demandé la licence d'office. Donc voilà, le Parti communiste français, Lutte ouvrière, le NPA, alors pas évidemment LREM parce que c'est des invertébrés idéologiques et enfin bon bref, hein, je vais éviter d'être vulgaire. Et puis voilà, donc à gauche et en Europe, il y a des partis et plein de partis qui ont demandé effectivement à lever les brevets, et d'ailleurs pas seulement des partis politiques, y compris des voix à l'OMS, etc., etc. Donc, c'est pas les voix qui manquent en fait, hein, c'est la volonté politique. Bon. Alors, mon constat est catastrophique. Il n'est pas catastrophique. Il est catastrophique en l'état. C'est-à-dire, mais parce que, en quelque sorte, il dissipe nos illusions. Nous pensions vivre dans un monde où l'industrie pharmaceutique innovait et, moyennant, je dirais, raquettes, dispenser au monde entier ses bienfaits pharmaceutiques. Bon, la réalité est bien plus, et le constat est bien plus brut que ça. Je veux dire, le Big Pharma est un racketteur. Voilà, c'est tout. C'est-à-dire qu'il se gorge d'argent public, que ça soit en amont par la recherche, que ça soit quand il y a une urgence comme le Covid, on donne des milliards d'euros, voilà, et que Big Pharma, c'est un acteur du capitalisme qui veut des taux de retour à 15-20%. Point. Je veux dire, c'est aussi bête que ça. C'est pas aussi bête. Donc, c'est-à-dire que le constat est pas dur, c'est le réveil qui est dur. Voilà, le réveil qui est dur. Effectivement, de se réveiller d'un monde merveilleux où on nous dit plus Big Pharma sera riche, plus l'industrie innovera. Il faut le savoir, hein, depuis la fin des années 70,
l'innovation pharmaceutique ne cesse de décliner. Il faut le savoir. C'est-à-dire, vous voyez, tout à l'heure, je parlais, quand je vous disais en 59, il y a eu l'ordonnance qui a mis fin à la non-brevetabilité des médocs. En fait, vous n'êtes pas loin de faire un lien, alors qui est peut-être à démontrer, mais en tout cas, entre le fait que la brevetabilité du médicament va de pair avec la diminution tendancielle de l'innovation pharmaceutique. Et si vous voyez le prix des nouveaux anticancéreux, mais ils vont faire sauter la banque. C'est-à-dire le Sovaldi à 41 000 €, c'était du blabla. Je veux dire, c'était gentil. C'est-à-dire, ils vont mettre aux enchères les pays pour tirer un maximum de pognon. Donc, que mon constat n'est pas sévère, il est réaliste. Voilà. Bon, ensuite, j'en viens sur, et pour moi, c'est un sujet qui me tient à cœur. Est-ce qu'il faut nationaliser Big Pharma? Alors, déjà nationaliser Big Pharma, bonne chance. Hein. Vous allez les nationaliser Pfizer. Les États-Unis vont être d'accord. Bon, vous allez aller nationaliser, j'en sais rien moi, Merck. Ah ouais, c'est sûr, ils vont être d'accord. Bon, la question, c'est le constat. La question, c'est que ces grandes entreprises n'innovent plus. Pour rémunérer les actionnaires, qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles ont sabré dans les recherches et développement. D'accord? Bon. Aujourd'hui, ces entreprises, je l'ai dit et je le redis, externalisent la recherche et le développement. Donc, pourquoi on irait aller nationaliser des sociétés financières pourries alors qu'en fait, ça serait si simple de reconstruire un pôle public du médicament. Et c'est ça mon idée que je veux vous dire aujourd'hui. Ce qu'il nous faut à nous, c'est un pôle public du médicament. D'accord? Pharmacie des armées, pharmacie des hôpitaux, renforcement des moyens considérables du CNRS, de l'INSERM et des universités. Je veux dire, pourquoi on irait dépenser de l'argent pour des gens qui n'innovent plus et des milliards d'euros, alors même qu'on pourrait constituer à nous un pôle public du médicament qui serait capable de produire ce que l'OMS appelle la liste modèle des médicaments essentiels. Et notamment, je pense notamment aux produits anesthésiques dont on manque. Voilà, la réalité, elle est celle-là. Moi, je suis plus pour l'option du contournement que de l'affrontement. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que j'en ai rien à foutre, moi, de Merck, j'en ai rien à foutre de Pfizer, j'en ai rien à foutre de qui vous voulez. Moi, ce que je veux, c'est qu'on a un potentiel de chercheurs en France, de biologistes, de médecins, de tout ce que vous voulez. On a des infrastructures, etc. Et on a même des prodromes de ça. L'industrie des armées, l'industrie pharmaceutique, l'industrie alors j'oublie, mais des armées, des hôpitaux, etc. Donc, il suffirait simplement de se doter d'un service public du médicament. Plutôt que d'aller dépenser des milliards dans des structures. Bon, alors je ne vous parle même pas sur le point de vue légal, mais ça ne sert à rien, en fait. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes en pénurie, par exemple,
de médicaments anesthésiques et analgésiques. Voilà. Je veux dire, la réalité, c'est que les analgésiques opioïdes, on est en manque et on est en capacité de les produire. Donc, un service public de la sécurité sociale, un service public des hôpitaux, un service public de la santé de proximité, service public de la prévention et de la sécurité sanitaire et un service public du médicament. Et ça, me semble-t-il, franchement, je veux bien parce que j'y ai pensé depuis 2017, je ne vois pas d'alternative à ça. Alors, il y a une remarque parce que je vois que sur le chat, il y a pas mal de. Le nom de l'Institut Pasteur revient souvent. Alors, c'est un institut, alors je ne sais pas quel est la. Privé. C'est ça, hein, associatif privé. Ouais, c'est ça, c'est genre de. Ouais, d'accord. On est d'accord, ce n'est pas un service public. Et donc. Oui, mais on pourrait l'intégrer. Oui. Alors, la question, c'est déjà, visiblement, est-ce qu'on peut savoir l'échec, connaître un petit peu les raisons un peu de cet échec de Pasteur il y a eu, je crois que… je ne sais pas, il faudrait rentrer dans le truc Pasteur. D'accord. Le problème, si vous voulez, c'est que quand vous avez des entreprises à but non lucratif qui sont insérées dans le monde des grands requins de Big Pharma, il faut comprendre là où ils ont dû sabrer. Et à mon avis, ils ont sabré dans la recherche et le développement. Voilà. Mais je dirais, l'industrie, la pharmacie des hôpitaux, la pharmacie des armées, Pasteur, d'accord? Il y a même l'Institut Mérieux, on pourrait mettre, etc. Vous mettez le CNRS, l'INSERM et quelques institutions, etc. Et là, quand même, on est capable de reconstruire une souveraineté sanitaire, quand même. Mais ça n'est qu'une volonté politique de le faire. Voilà. Parce que, évidemment, si vous faites ça, les Big Pharma va être vent debout. Il va être vent debout. Je veux dire, ils vont se dire, les Français, ils sont en train de se réautonomiser par rapport à la chaîne de valeur qu'on a fait au niveau mondial. Voilà. Mais on retombe toujours, au-delà des questions légales, au-delà de tout ça, on est sur des questions politiques. Voilà. La priorité des priorités, c'est le pôle public du médicament. Et pourquoi c'est une priorité? Pas seulement sanitaire, mais industrielle. Industrielle. Réindustrialiser le pays. Voilà. Je veux dire, quand on a découvert lors du premier confinement qu'on n'était même plus capable de fabriquer des masques, enfin, je veux dire, il faut qu'on se réveille collectivement quand même, non? Tout à fait. Alors, c'est Sylvie qui redemande, alors, et les salariés, donc les salariés, notamment les salariés de Sanofi, alors les salariés de ces entreprises… On a besoin d'eux. On a besoin d'eux dans le pôle public du médicament. Au lieu de produire de la merde et des médicaments qui servent à rien, je veux dire, c'est exactement le même débat quand j'ai défendu en 2017 le 100% Sécu. On m'a dit, mais alors que deviennent les employés des mutuelles? Ouais, mais on a besoin d'eux. Je veux dire, pour faire le 100% Sécu, en fait. C'est pas supprimer des emplois, c'est redéployer des emplois qui étaient voués, et, par exemple, dans les mutuelles, à des boulots inutiles, à des boulots utiles. Bon, les salariés de Sanofi, ils trouveront parfaitement toute la chaîne, par exemple, de production du pôle public du médicament. Il faudra les salariés de Sanofi, en fait.
Il y a les compétences. Ben, ils ont les Alors, compétences, et carrément, il- voilà. Et, voilà. Et au CNRS, à l'INSERM, mais ça, c'est le pôle recherche, etc. La pharmacie des armées, la pharmacie des hôpitaux, etc. Donc, on a de quoi, en France, assurer notre souveraineté sanitaire, en fait. alors, il y a une question qui est intéressante. Alors, y a-t-il d'autres pays européens qui disposent d'un pôle ou d'une structure comme ça de médicaments, quelque chose qu'on pourrait appeler quelque chose qui ressemble peut-être à un pôle public ou quelque chose peut-être dans le monde, sinon? Si, j'ai un exemple, moi. C'est le seul. C'est Oncle Sam. Voilà. Parce que tous les autres sont partis dans la mondialisation heureuse et puis ils ont découvert, ah ben tiens, merde, quand il y a une pandémie, ah ben l'Inde ferme ses frontières, la Chine ferme ses frontières, et puis on n'arrive plus à importer, par exemple, des anesthésiques. Ah, c'est dommage. Alors que les États-Unis, eux, c'est-à-dire les États-Unis, ils sont moins cons que nous, en fait. Ils sont nettement moins cons que nous. Voilà. Et d'ailleurs, j'ai entendu, comment il s'appelle, Macron, dire il faut qu'on sorte de notre naïveté. Non, 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 non. Le terme exact, c'est connerie. Voilà. C'est ça le terme exact. Le terme, c'est connerie. Euh, C'est-à-dire que, en fait, les États-Unis, eux, quand ils défendent leurs intérêts stratégiques, ils les défendent et ils les défendent bien. Voilà. Et la preuve en est avec le vaccin Covid. Les deux vaccins qui ont été les premiers à arriver sur le marché, c'est Pfizer et Moderna. Voilà, point barre. C'est tout. Et eux, ils n'ont pas eu de problème d'approvisionnement de vaccination. Nous, on est en train de se foutre ça sur la gueule avec la Grande-Bretagne parce que est-ce qu'on va importer ce qu'on a produit sur le sol, machin, etc. Voilà, voilà. La réalité, c'est celle-là. Le seul exemple que j'ai, c'est les États-Unis. Parce que les États-Unis, on peut leur retirer ce qu'on veut, tout ce qu'ils veulent, et Dieu sait que je ne les aime pas, mais au moins, ils ont une forme de comment vous dire, de souverainisme, ou en tout cas d'intérêt de leurs intérêts supérieurs. Voilà. Ils ont conscience de leurs intérêts supérieurs. Tandis que nous, on est arrivé dans le Covid en slip. Point. Voilà. On dépendait de la Chine, même pour les masques. On en était à se battre avec les Allemands sur les tarmacs chinois. Est-ce que c'est digne d'un pays? Est-ce que c'est digne de pays développés, ça? Ou à détourner des cartons de vaccins? Non, mais franchement. Alors, il y a, sinon, il y a, alors, on a, je crois, c'est Daniel. Alors, c'est pareil, il souhaiterait faire une petite intervention. J'espère que c'est un titre d'expérience et de témoignage. Et on- alors, une courte intervention pour Daniel. Je ne sais pas où il est, mais Oui, vous m'entendez là? alors une courte intervention. Allez-y. Oui, merci. Oui, j'interviens. Je suis conseiller en brevet agréé auprès de l'INPI. Donc, j'ai un petit peu d'expérience sur les questions de brevet. Et donc, je voulais juste apporter quelques précisions qui pourraient être utiles à tous les gens présents à cette conférence, très brièvement. Je suis parfaitement d'accord avec la ligne générale de tout ce que Fred Pierru nous a expliqué jusque-là. Mais je vois qu'il y a toujours dans les commentaires des choses qui sont, à mon avis, un petit peu à côté de la plaque, notamment sur la question de ce que les gens appellent lever le brevet ou contourner le brevet ou des choses comme ça. Donc en droit, ça s'appelle la licence d'office. Donc je rappelle que les législations de brevet françaises et mondiales de l'OMC prévoit depuis très longtemps la possibilité pour un gouvernement de forcer une licence à un détenteur de brevet.
Donc, sur le fond, il y a, comme disait Fred Pierru très justement, sur le plan juridique, il n'y a absolument aucun problème. Hein, donc, ce que l'OMC a prévu, c'est qu'il y a un processus de négociation qui dure 2 mois où on va négocier peut-être le tarif de la licence pour que quand même le détenteur de brevet touche quelque chose. Mais enfin, sur le fond, il n'y a absolument aucun problème. En revanche, que je pense que beaucoup de gens ne voient pas, mais Fred Pierru en a fait allusion à ça, c'est que on ne fabrique pas un médicament, surtout un médicament aussi complexe que ces vaccins ARN, sur une paillasse dans votre cuisine ou dans votre garage. Je crois que les gens n'ont pas compris ça. Hein. Ce sont des choses qui demandent des usines extrêmement comment dire, modernes, avec des possibilités et de l'expérience. Et je rappelle aussi quelque chose que peut-être les gens ne savent pas, c'est que dans un brevet, on ne met pas tout la formule. Ce n'est pas comme une recette de cuisine, vous mettez tout, et même une recette de cuisine, il y a un savoir-faire. Alors pour les brevets, on ne met pas tout, on met juste suffisamment pour obtenir le brevet. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit suffisamment nouveau pour obtenir le brevet, mais on ne met pas tout. Donc, il y a des secrets de fabrication, et si vous n'avez pas ces secrets, vous pouvez éventuellement ne pas réussir à le fabriquer, ce vaccin. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, où est-ce que je veux en venir? C'est qu'en fait, même s'il y avait une licence d'office, ça ne résoudrait pas le problème, parce qu'il faudrait qu'on ait des usines en France capables de le fabriquer, avec toute l'expérience et le savoir-faire qu'il faut, que le détenteur du brevet ne va pas vous donner. Okay, vous allez le forcer à vous donner une licence, mais alors après, sur les secrets de fabrication, il ne va pas vous les donner. Et vous serez incapable de le fabriquer, ce vaccin. Donc, c'est pas du tout, ça suffit pas du tout de lever le brevet, comme les gens disent. Ça ne résout pas le problème. Alors, le problème, c'est qu'en France, on a complètement supprimé les capacités industrielles en matière pharmaceutique, que depuis des années, les pharmaciens se plaignent parce qu'on manque de médicaments de base, parce qu'on est toujours à la traîne, on attend que les Chinois veuillent bien nous les vendre, et on dépend des autres pays qui fabriquent les vaccins, parce qu'en France, on a complètement désindustrialisé la fabrication pharmaceutique. Voilà, c'est ça le gros problème. D'accord ? Donc voilà, je voulais juste préciser ça, que lever le brevet, ce n'est pas la solution magique. Le problème, c'est qu'on n'a plus la capacité de le fabriquer. Et alors, je ne vous parle même pas des pays du tiers-monde qui devraient stocker un vaccin à moins 70 degrés à travers tout le pays. Je crois que les gens peuvent faire ça au fond de l'Afrique. Alors là, donc voilà, donc on a un gros problème qui est ce problème-là, qu'on a abandonné la capacité industrielle, qu'on envoie tout en fabriquer en Chine ou en Thaïlande. Voilà, bon, c'est ça le problème. D'accord. Bon, et puis j'en profite juste pour faire ajouter un petit mot sur un sujet qui a été aussi relativement bien traité, mais je voudrais en dire quelque chose. Ce serait la question du coût de la recherche et des profits sur la recherche. Bon, moi, je ne suis pas naïf au point de penser que des recherches pour fabriquer des médicaments, ça peut se faire facilement à bas coût. Je pense que ce sont des investissements lourds, qui demandent des gens formés, très expérimentés, avec du grand matériel, avec des années de possibilités de recherche et tout ça. D'accord ? Donc, la question, c'est de savoir si on n'utilise plus des laboratoires privés pour faire cette recherche, eh bien, il va falloir qu'en France, les gens acceptent de payer pour avoir un institut de recherche à la hauteur de la recherche pharmaceutique, de la recherche biomédicale. Vous comprenez? Alors, la question, c'est est-ce que les Français vont accepter de payer pour ça? Voilà, il faudra qu'il y ait un budget de l'État dédié à un sérieux, dédié à la recherche médicale. Moi, je suis tout à fait pour cette solution, hein, mais il faut voir si les gens vont être d'accord, hein, parce que c'est ça le problème. Très bien. Bon, merci beaucoup, Daniel. Alors, non, c'est simplement, en fait, on a dit qu'on s'arrêtait à 8 heures. Et donc, on va laisser Frédéric conclure. Non, mais je voulais dire que quand même,
j'ai bu les paroles de Daniel comme du petit lait, en fait. Voilà, donc je tiens à dire que j'étais. Des fois, j'ai pas le moral, et quand j'entends Daniel, ça me donne le moral, en fait. Voilà, vraiment. Parce que, effectivement, cette focalisation sur les brevets, le droit, est peut-être une fausse piste. Et la question, c'est plus tard celui du design de ce pôle public du médicament, et avec deux choses. Donc, pour répondre, alors je ne sais plus qui posait cette question, mais tous les employés de Sanofi pourraient aller vers le pôle production, par exemple, hein, de ce pôle public du médicament. Resterait à poser la question, en plus de la diffusion, avec le rapport avec la profession médicale, ce qui est encore un peu plus compliqué. Mais sur la recherche, effectivement, le choix est simple, hein, enfin, il est simple, de deux côtés. Soit on veut une recherche publique pure, donc CNRS, INSERM, Institut Pasteur, université, ce que tu veux. Bon, et dans ce cas-là, il va falloir que les Français soient au clair sur leur propension à payer. Ça, c'est clair. Soit ils veulent partager les profits de la recherche, si j'ose dire, et on fait des partenariats publics-privés avec, alors, dans des conséquences, je sais, proportions, je ne sais pas, hein, moi je suis pour le tout public, hein, à tout perso, mais de dire, bon ben voilà, vous avez contribué à hauteur de 10% de l'innovation, donc vous n'allez toucher que 10% du prix de vente de l'innovation. Donc, tout ça, c'est à discuter, mais l'idée révolutionnaire, pour moi, parce que vous savez, en 2017, bon, je fais un aveu, j'ai été orateur national santé de Mélenchon, je lui ai vendu le 100% sécu, et je lui ai vendu le pôle public du médicament. Voilà. C'est mes deux idées clés. Voilà. Je pense que le 100% sécu, ça viendra. Ça viendra parce que les esprits sont prêts, etc. Pour le pôle public du médicament, il y a encore énormément de boulot à faire sur effectivement comment ça s'organise, parce que je vois les arguments, ça va être trop bureaucratique, ça va être trop machin, trop truc, trop bazar, etc. Je rappelle que quand même on avait une équipe dirigée par Bruno Canard, qui était leader sur les études de coronavirus, et qu'on a liquidé d'un point de vue financier avec l'ANR, l'Agence nationale de la recherche. Donc, si on avait gardé Bruno Canard avec son équipe, on serait peut-être moins en slip, en fait, aujourd'hui. Donc, voilà, pour moi, la souveraineté sanitaire, c'est d'abord ça, le 100% sécu, déjà, et la deuxième chose, un pôle public du médicament. Bien. Eh bien, écoutez, sur ces propositions tout à fait intéressantes, et puis peut-être que tu auras l'occasion d'écrire de nouveaux articles dans le diplôme. Oh oui. Donc, compte sur moi. Donc, on te remercie beaucoup, Frédéric, et on remercie effectivement tout le monde parce que c'était très intéressant. On a appris beaucoup de choses. Et puis, c'est sûrement pas fini. La santé, les questions de santé, c'est certainement pas fini. Les questions du médicament ne sont pas finies. Simplement, je voulais vous inviter à la prochaine visioconférence qui va avoir lieu, donc, des Amis du monde du Clos de Rennes. Le 27 avril, ça sera sur le projet Hercule avec... donc, c'est le projet Hercule, c'est le projet
démantèlement, entre guillemets, d'EDF, Enedis. Et ça sera avec David Garcia, donc, qui est le journaliste qui a rédigé l'article, qui est du mois de mars aussi, je crois, et Anne Debrégéas, qui est ingénieure-chercheuse à EDF et qui est aussi porte-parole de la Fédération Sud. Donc, effectivement, là aussi, il y a beaucoup de questions qui se posent et le rôle aussi de l'Europe n'est pas neutre. Et voilà. Et en tout cas, je vous remercie encore à tous et puis je vous dis à bientôt, donc au 27 avril. Et Sébastien, juste une chose, je veux rajouter, bien sûr, tout ça, ce n'est pas des idées en chambre. C'est-à-dire que c'est une réflexion collective de tous les militants, c'est une mobilisation collective de tous les militants. Donc, ce n'est pas le tout d'écrire des papiers dans le Monde Diplo ou dans le machin, c'est que il faut organiser des réseaux, il faut organiser, alors les amis du Diplo, c'en est, mais il faut donner mon maître, qui s'appelait Pierre Bourdieu, disait la phrase la plus triste de la philosophie, c'est « Il n'y a pas de force intrinsèque des idées vraies ». Voilà. Et qu'on peut avoir raison à longueur de visio et d'articles, mais à la fin, on le voit bien avec le Covid, on a tort sur les faits. Voilà. Donc, c'est à nous collectivement, de nous emparer de ces idées-là entre un télo, militant, salarié, etc. C'est ça le but. Voilà. Bon, voilà. Et pas une division du travail entre ceux qui pensent et ceux qui agissent. Merci. Voilà. Et comment, écoutez, en tout cas, moi, la seule chose que je peux vous dire, c'est donc à bientôt. Et puis, merci encore, Frédéric. De rien, c'était un plaisir. Et normalement, je pense que vous pourrez retrouver la visio sur. On l'a enregistrée, donc normalement, elle doit être exploitable. On vous dira ça. Il faut regarder sur le site des Amis du Monde Diplomatique. Merci beaucoup et bonne soirée à tous. Salut à tous. Merci à vous. Au revoir. Merci. Merci, au revoir.